tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Unlocking Vietnam, le podcast créé par Fidinam pour sensibiliser la communauté business aux opportunités qui apparaissent au Vietnam, mais aussi dans la région Asie-Pacifique. Dans un contexte où la région Asie-Pacifique émerge comme, je dirais, un pilier économique mondial, il nous paraît essentiel de comprendre les spécificités qui influencent les investissements. Alors que le Vietnam en effet attire de plus en plus l'attention et notamment dans les secteurs comme le retail et le luxe, plus uniquement dans la fabrication, la manufacture. On se demande quelles tendances on peut observer à l'échelle de l'Asie-Pacifique et comment je dirais ces évolutions impactent-elles les entreprises françaises qui cherchent à s'implanter dans la région. Donc je suis Marie Végierage, senior manager chez Fidinam, et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir deux experts qui vont pouvoir nous éclairer sur ces sujets. Je vais d'abord accueillir Irène Chedre, managing director du French Desk Asie-Pacifique chez Fidinam, et Adam Koulaksesian, je suis très fière de l'avoir dit correctement, directeur exécutif de la French Chamber du Vietnam. Bienvenue à vous deux. Est-ce que pour commencer, est-ce que vous pouvez chacun vous présenter rapidement, donc combien de temps vous avez passé dans la région, votre activité et le rôle que vous jouez. On va commencer par Irène. Merci Marie. Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous. Je vais d'abord remercier également donc les équipes de Fidinam basées au Vietnam, à Ho Chi Minh, qui sont à l'origine de cette initiative. Et je remercie également Adam d'avoir accepté de participer à cet échange sous un format un peu particulier. Je dois dire intéressant en fait de mettre en perspective nos expériences respectives, à Adam et moi-même, puisqu'on évolue sur des marchés différents en Asie. Donc pour ma part, je suis installée en Asie depuis 2013. Et jusqu'à aujourd'hui, mon temps sur cette région s'est réparti entre Shanghai et Hong Kong, donc la Grande Chine. Et je suis basée donc à Hong Kong depuis 2020. Donc ça fait un total de 12 ans sur cette partie du monde, au cours desquels je me suis spécialisée dans l'accompagnement des investisseurs sur des marchés qui leur sont, si on peut dire, étrangers, ce qui inclut donc le support d'entreprises françaises à leur arrivée donc sur ce marché asiatique, l'Asie-Pacifique comme on l'appelle, ce qui inclut bien entendu donc le Vietnam. Donc en quelques mots, ma mission donc c'est d'apporter des solutions aux problématiques de gestion et opérationnelles principalement donc de ces entreprises quand elles arrivent sur ces marchés particuliers. Merci beaucoup. À ton tour, Adam. Enchanté, merci de me donner cette opportunité d'échanger avec vous aujourd'hui. Donc, je m'appelle Adam Koulaksesian, c'était parfaitement exécuté effectivement par tes soins. Bientôt 6 ans au Vietnam. Je suis basé donc à Ho Chi Minh Ville, au sud, ce qui n'est pas la capitale du pays, mais qui est la capitale souvent économique, ou du moins le poumon économique, en tout cas une ville très dynamique d'un point de vue économique ici au sud du Vietnam. Précédemment, j'ai été basé en Russie, au Kazakhstan, en Mongolie, un petit peu toujours plus à l'est, et aujourd'hui donc je suis au Vietnam, très heureux d'être aux manettes, de diriger la CCI, donc France-Vietnam, depuis bientôt 5 ans, évidemment sous la responsabilité d'un conseil d'administration issu de nos environ 300 entreprises membres qui donnent les axes stratégiques de développement pour le bénéfice de notre communauté d'affaires. Donc, Fidinam, bien sûr, fait partie des membres de la Chambre et je vous en remercie. Et mon travail, c'est de mener une équipe de 17 collaborateurs entre Ho Chi Minh Ville et Hanoï pour justement suivre les recommandations et les axes stratégiques de mon conseil d'administration pour faire évoluer, développer la Chambre et in fine développer les relations entre la France et le Vietnam. Très clair, merci beaucoup. Donc on va dive into the topic, comme on dit en franglais. Moi, je suis basée à Hong Kong et donc je m'occupe d'entreprises plutôt françaises, européennes, dont le headquarter est à Hong Kong. Et j'ai de plus en plus de demandes de sociétés, d'investisseurs qui souhaitent s'implanter au Vietnam. Et comme je le disais en introduction, qui sont des acteurs du luxe et de la distribution retail. Ma première question ira à Irène. Est-ce que tu constates cette tendance et que tu constates dans l'approche du marché vietnamien depuis Hong Kong?
Ouais. Mais bien, je confirme. Je dirais que oui, on a effectivement observé de notre côté donc cette tendance, je dirais un flux au départ d'Hong Kong vers l'Asie du Sud-Est et plus particulièrement vers le Vietnam. Donc c'est un intérêt qui a aujourd'hui, qui ressort depuis plusieurs années hein, déjà, tout particulièrement post-Covid. C'est vrai qu'avec la période de pandémie et les difficultés opérationnelles que les investisseurs ont rencontrées sur la région et pas que. On avait déjà vu donc des relocalisations et des diversifications d'activités au départ donc de la Chine continentale vers le Vietnam dans des secteurs qui étaient plutôt liés à la production, la fabrication, le sourcing, tout ce qui était chaîne d'approvisionnement, puisque bon, il était plus possible de faire ce qu'il faisait historiquement donc sur le marché chinois. Mais là, dernièrement, cette relocalisation, si je puis dire, elle touche également donc, des secteurs différents qui ne produisent pas forcément en Asie, mais qui distribuent également et qui ont historiquement donc commencé cette expansion vers l'Asie avec un headquarter à Hong Kong, qui se focalisait donc sur Hong Kong, avec qui servait de vitrine, je dirais régionale, avec et tourné principalement vers la Chine continentale. Aujourd'hui, on voit clairement qu'ils se tournent également vers le sud-est hein, de l'Asie et bien sûr donc le Vietnam. Donc oui, donc le Vietnam est perçu, je pense, depuis Hong Kong en tout cas, comme un marché, un nouveau marché dynamique. Faut dire aussi que on a observé, en tout cas sur nos activités, un changement du profil des investisseurs qu'on accompagne. On est beaucoup moins sur de la TPE, beaucoup plus sur des ETI, PME, donc des tailles plus conséquentes, avec une vraie stratégie d'expansion qui se limite pas à une seule juridiction, qui s'étend. Et là, donc, avec les challenges qui sont apparus après Covid et pendant le Covid, hein, cette théorie, je dirais, de hub régional qu'on voyait au départ de Hong Kong, bah, dans la pratique, elle a pris toute sa dimension. Et voilà, dans le viseur, on voit de plus en plus souvent donc le Vietnam. Et les raisons pour lesquelles ces investisseurs se tournent vers le Vietnam et pas forcément d'autres pays de la région Asie-Pacifique, bah, c'est un peu les mêmes qui reviennent. Donc c'est bah, bien entendu la position géographique du Vietnam. On est quand même bien au centre de cette région. En plus, cette position géographique, elle est renforcée par des accords commerciaux et de libre-échange que le Vietnam a su signer ces dernières années et même avant. Hein. On pourra nous en dire peut-être un peu plus. Également, la présence et le développement d'une main-d'œuvre qui est nombreuse, abordable et qualifiée. Donc voilà, donc pour résumer, donc je confirme, Marie, on observe ce flux donc au départ d'Hong Kong vers le Vietnam. Ouais. Ça marche, merci. Et Adam, comment les phénomènes que vient de décrire Irène influencent les entreprises étrangères, bon, plus particulièrement les françaises? Toi, en local, c'est quoi ton observation, toi qui est vraiment focus sur le Vietnam? Merci. Bon, je suis 100% d'accord avec ce que Irène a pu présenter juste avant. Effectivement, je pense que c'est important de voir le Vietnam dans l'ASEAN, dans l'Asie du Sud-Est, de voir le Vietnam de manière générale en croissance chaque année. Donc l'ASEAN est en croissance, l'Asie du Sud-Est est en croissance, le Vietnam est en croissance chaque année. Les derniers chiffres qui viennent de tomber pour 2024, c'est 7% de croissance, une croissance qui est soutenue depuis de nombreuses années. Même en fait même pendant le Covid, bon alors c'était un peu plus difficile, mais bon le Vietnam continue à se développer. On annonce peut-être 8% de croissance pour 2026 et on annonce, semble-t-il, une croissance à deux chiffres à partir de 2026. Pourquoi le Vietnam bénéficie de ces croissances? Irène, tu l'as bien souligné, c'est effectivement notamment des accords de libre-échange, donc il y a une volonté politique, stratégique du Vietnam de s'intégrer dans le grand échiquier commercial mondial. Mais il y a deux éléments. Un, l'export. Le Vietnam exporte. Le Vietnam importe, transforme, exporte. Et le Vietnam attire de ce fait aussi souvent beaucoup d'investissements directs étrangers. Donc c'est vraiment les deux éléments qui poussent la croissance du Vietnam. Donc là, voilà, je parle donc de l'aspect investissement, développement, parce qu'effectivement, quand on parle de gros investissements, c'est souvent du manufacturier, etc. Mais pas que, ou de l'immobilier, etc. Ça, c'est d'une part. Mais l'autre part, c'est qu'en fait, le Vietnam se développe, le Vietnam s'enrichit,
le Vietnam se structure et de fait, un marché émerge, à savoir un marché, une classe moyenne qui se développe, une classe moyenne qui veut consommer mieux, qui veut consommer plus. Donc en fait, c'est ce qui attire les deux secteurs que tu as cités précédemment, c'est effectivement le retail en général et le luxe, qui est peut-être aussi une partie un petit peu un cas particulier du retail sur certains aspects. On constate qu'il y a une forte évolution avec des développements stratégiques et des ambitions de nombreuses maisons françaises dans le luxe, de nombreuses entreprises françaises dans le retail, que ce soit des acteurs du retail ou des services qui vont graviter autour de toutes ces entreprises qui se développent. Je pense qu'il est important aussi de garder en tête que tout ça, ça fonctionne en écosystème. Quand on a Samsung qui vient en Vietnam, qui en quelques années investit 20 milliards de dollars au Vietnam, c'est Samsung qui a investi 20 milliards de dollars, mais c'est aussi tout un écosystème qui vient graviter en termes de services, de besoins d'accompagnement de ces mastodontes. Je citais Samsung, mais il y en a d'autres, à peut-être plus modeste échelle. Et donc c'est important d'avoir une vision très large sur les investissements au Vietnam et l'impact que ça peut avoir, notamment sur le développement de ce marché. Je rappelle, 100 millions d'habitants. Donc 100 millions d'habitants, c'est bien d'une part pour produire, et 100 millions, c'est bien d'autre part pour consommer. Donc en fait, le Vietnam se veut être aussi cet élément à deux têtes qui est d'une part de la production, mais d'autre part de la consommation. Peut-être une toute petite incise, et c'est pour ça que je remercie Fidinam pour cet échange, parce qu'il faut, nous, entreprises françaises, entreprises de Français, être présents sur le terrain. On a un avantage compétitif qui est réel, c'est que les produits français sont bien vus. On a parlé de consommation, de retail, de luxe. On a la chance d'avoir une histoire dans le retail et dans le luxe, l'histoire d'une expertise française exceptionnelle. Donc il faut saisir ces opportunités et je pense qu'on aura l'occasion de développer un petit peu cette partie-là. Merci Adam, merci beaucoup. Et pour ouvrir un peu plus sur la région Asie-Pacifique, Irène, qu'est-ce que tu observes toi dans ton quotidien sur les tendances, les différences entre quelqu'un qui investit au Vietnam et quelqu'un qui investit en Asie-Pacifique. Voilà, s'il y a peut-être des spécificités selon les deux approches. Ouais, d'abord, je dirais que on parle de région Asie-Pacifique. C'est une très grande région, c'est même peut-être même la plus grande région du monde. Elle est très diversifiée parce que là, on est, si je peux comparer avec une région comme côté européen, il y a quand même une volonté d'homogénéisation qu'on n'a pas sur la PAC. Donc, on a un ensemble de pays vraiment très hétérogènes qui globalement, de par la taille, de par les territoires terrestres et maritimes qui sont stratégiques localement, mais également au niveau du commerce mondial, on a aussi plus de la moitié de la population mondiale sur cette région du monde. De fait, la région dans son ensemble, c'est un aimant, si je puis dire, vis-à-vis donc de tout ce qui est investissement étranger. Donc nous, quand on accompagne ces investisseurs qui arrivent sur cette région, je dirais, quand ils la considèrent globalement, pourquoi est-ce qu'ils vont s'orienter plus vers le Vietnam que d'autres pays de cette même région? Je dirais que ça va être d'abord le fait que le Vietnam a l'avantage de présenter une combinaison de facteurs attractifs, si je puis dire, ou d'avantages concurrentiels par rapport à d'autres pays donc de la région qu'on ne retrouve pas facilement. Pour donner un exemple, au Vietnam, on trouve encore aujourd'hui, donc on est sur un pays, comme le mentionnait Adam, avec une croissance rapide, remarquable, qu'on a pu voir sur d'autres pays comme la Chine, par exemple, qu'on ne voit pas avec le même dynamisme encore aujourd'hui. Donc on combine cette croissance rapide avec une main-d'œuvre qui reste accessible. Je ne dirais pas bon marché, mais en tout cas moins cher en comparaison d'un marché comme la Chine. Donc du coup, on combine ce type d'avantages. Des pays qui combinent ces deux facteurs, il y en a plus beaucoup sur la région. Donc ça va mettre en première ligne, je dirais, le Vietnam comme cible pour les investisseurs. On a également la particularité au Vietnam d'avoir en termes de secteur d'investissement potentiel, une certaine variété qu'on ne trouve pas non plus facilement sur d'autres pays asiatiques. Au Vietnam, on a des secteurs traditionnels comme l'agriculture qui se développent encore aujourd'hui de manière remarquable. Et en parallèle, on a un écosystème de start-up qui attire également les entreprises et
pas que les petites, hein, également les grosses entreprises, pour aller chercher une main-d'œuvre qualifiée dans des secteurs type numérique, qu'on trouve aujourd'hui au Vietnam assez facilement. On peut en trouver également sur d'autres marchés comme la Corée du Sud ou le Japon, mais pas au même prix, ça c'est sûr. Et on ne pourra pas combiner sur ces marchés-là, l'Asie du Nord par exemple, des activités technologiques avec des activités plus traditionnelles. Donc je dirais que voilà, cette combinaison d'avantages concurrentiels qu'on peut retrouver au Vietnam, c'est assez particulier et ça explique de notre point de vue son attractivité. Merci. On constate que le Vietnam a de nombreux avantages concurrentiels qui font que les investisseurs regardent de plus en plus et alors même qu'ils sont déjà installés dans la région. On parle d'une croissance économique qui ferait rougir n'importe quel pays d'Europe. Une main d'œuvre qui est nombreuse et de plus en plus qualifiée et qui reste attractive par son prix. Ça fait partie des points qui attirent. Maintenant, on va aborder les points un peu plus challengeants et Adam, là-dessus, j'aimerais avoir ton input à ton avis, toi, quels sont les défis les plus fréquents auxquels les entreprises françaises font face lorsqu'elles arrivent au Vietnam? Alors, merci pour cette question. Je suis d'accord avec tous les points positifs, hein, avant d'énumérer quelques points, quelques axes d'amélioration ou de défis rencontrés par les entreprises françaises. À la CCI, nous, on est bien placé, évidemment, puisqu'on accompagne en direct ou par le truchement de nos partenaires, dont Fidinav fait partie, le développement de l'ensemble des entreprises françaises. Et deux Français qui viennent de France, qui viennent de la région, à toutes les étapes de leur développement au Vietnam. On peut lister assez classiquement les difficultés qu'on peut rencontrer. Alors, il y a la difficulté initiale et qu'on rencontre dans tous les pays, c'est que le Vietnam, c'est pas la France, c'est pas les mêmes pratiques commerciales. Il y a une certaine barrière culturelle. Alors, barrière de la langue, d'une part, une barrière culturelle d'autre part. Bon, on a la chance d'avoir de nombreux experts et de nombreux soutiens ici au Vietnam pour accompagner les entreprises pour justement aller au-delà de ces obstacles. Je pense qu'il y a aussi, il faut le dire, une certaine complexité réglementaire pour obtenir des licences, pour faire fonctionner tout d'un point de vue admin. Il faut être bien organisé, bien informé, exercer une veille rigoureuse pour être sûr de ne pas être pris au dépourvu, de ne pas être surpris. Donc, il y a une certaine complexité réglementaire et parfois une certaine inertie administrative sur certains aspects. Cependant, les choses s'améliorent. On a noté aussi des réformes importantes, justement d'un point de vue administratif, sur la gestion de tous les documents qui peuvent être liés justement aux pratiques commerciales. Et donc, il y a des espoirs très, très forts justement sur l'optimisation de ces pratiques pour justement alléger cette complexité réglementaire actuelle. Alors, un petit bémol, la complexité réglementaire, nous Français, on est quand même bien placés pour connaître la complexité réglementaire. Et donc, en fait, il faut juste savoir s'adapter et il faut juste comprendre les règles pour les respecter et que ça fonctionne bien. Alors, il y a aussi un aspect, c'est les infrastructures. Alors, pour des entreprises qui peuvent venir de Chine, effectivement, les infrastructures sont pas aussi développées au Vietnam qu'elles le sont en Chine aujourd'hui. Il y a un certain décalage actuel qui est en réduction évidente, c'est-à-dire que le Vietnam se développe, on peut voir avec des ports en eau profonde qui sont développés dans le sud Vietnam, dans le nord Vietnam, le grand symbole du développement de la première ligne de métro à Ho Chi Minh Ville, là, qui a ouvert il y a 1 mois et demi avec un succès incroyable. Je crois qu'il y a 3 ou 4 millions de personnes qui ont pris cette ligne en même pas 1 mois, donc il y a un succès fou de l'utilisation de cette ligne. Donc, je trouve que c'est un beau symbole aussi du développement des infrastructures qui parfois peuvent prendre du temps, mais on y arrive. En termes logistiques, la logistique peut être parfois challenging au Vietnam, mais encore une fois, il y a beaucoup de développement, le développement d'un nouvel aéroport aussi dans le sud Vietnam, proche de Ho Chi Minh Ville. Donc voilà, des défis en termes d'infrastructure, mais on avance, c'est un pays en développement, et donc comme son nom l'indique, il se développe. Peut-être 2 aspects très rapides. Je pense qu'il y a l'aspect gestion de ces équipes.
euh, avec, on l'a cité, des équipes qui sont compétentes, performantes, pertinentes d'un point de vue budgétaire par rapport à des pays de la région. Il y a un enjeu, surtout dans certains secteurs en tension, c'est de pouvoir recruter et de pouvoir conserver ces équipes. Ça, c'est vrai que c'est un enjeu, il faut le penser. On a aussi, là, un petit cocorico quand même, la chance d'avoir une bonne image des entreprises françaises, le management français auprès des talents vietnamiens, mais c'est quelque chose qui, voilà, tous ensemble, il faut le valoriser, il faut le pérenniser. Euh, et enfin, je dirais peut-être tout simplement de dire que c'est un marché compétitif. Il y a plein d'entreprises compétitives, il y a des entreprises locales qui sont compétitives, il y a énormément d'entreprises régionales qui sont extrêmement compétitives, coréennes, chinoises, japonaises. On n'est pas tout seul, nous les Français ici. Il y a beaucoup de concurrence et des gens très forts, donc il faut être encore meilleur. Ok, merci Adam. Et du coup, Irène, si tu veux rajouter un point, peut-être que toi, avec ta vision Asie-Pacifique, est-ce que tu peux peut-être, voilà, mettre en exergue un défi ou peut-être minimiser un défi que Adam vient de citer par rapport à des investisseurs qui vont s'installer ailleurs dans la région? Je confirme tout à fait donc ce qu'a décrit Adam, hein. Donc pour les investisseurs qui s'orientent vers le Vietnam, c'est clair que la complexité réglementaire, les infrastructures, ça peut être des points qui vont freiner, ralentir ou leur faire repousser, hein, cette relocalisation. Je mitigerais juste simplement le point au niveau des différences culturelles. Comme on le disait au départ, hein, comme le profil de l'investisseur a un peu changé, il est plus aguerri, il connaît déjà ce que c'est, hein, que de partir à l'étranger, loin de son marché d'origine. Donc du coup, c'est plus une raison qui va peser, je dirais, négativement, voilà, dans la balance. On le sait, il y a des différences culturelles. Après, les brassages culturels aujourd'hui, c'est devenu, voilà, ils sont bien intensifiés, avec aussi une population professionnelle qui commence très tôt, hein, à côtoyer d'autres cultures, dès les études, les stages, voilà. Donc ça devient moins une raison qui va, même si ça reste quand même difficile à overcome, hein, si je puis dire ça comme ça. Ça devient pas, c'est plus une raison qui va freiner donc les investisseurs. Ouais. Ok. Oui, en effet, enfin, nous, même à Hong Kong ou en Chine, on voit aussi qu'il y a des différences culturelles, mais comme tu dis, enfin, ceux qui sont déjà installés en Asie savent déjà, donc ouais, faut pas se faire trop de, je dirais enfin, se créer trop de difficultés avec les, les différences culturelles. Je suis d'accord. Euh, on vient de citer les défis donc auxquels peuvent être confrontés les investisseurs en arrivant au Vietnam. Et Irène, j'ai une question pour toi. En quoi Fidinam se distingue-t-elle en approche pour aider les investisseurs, les entreprises à surmonter du coup tous ces challenges? Alors, en tout cas, on essaye. Je ne sais pas si on y arrive systématiquement, mais on essaye de les accompagner face à ces défis. Je dirais que on essaye d'être flexible, hein, dans la manière dont on accompagne et supporte donc ces investisseurs. Et dernièrement, sur ces dernières années, hein, on a vraiment orienté notre approche et notre accompagnement d'un point de vue régional, plutôt que focus sur un marché spécifique. Donc, comme on le disait plus tôt, hein, on est face à des investisseurs qui veulent, dans des stratégies de dérisking, hein, comme on dit dernièrement, se diversifier. Et du coup, ça implique d'aborder plusieurs marchés en même temps, simultanément, et d'aller chercher les leviers qu'ils peuvent trouver sur chacun des marchés et d'exploiter ces synergies qu'on peut trouver entre ces différentes cibles. Eh bien, nous, on essaye de les accompagner donc simultanément sur ces différents marchés à partir d'un seul point de contact pour faciliter toute la coordination. Je dois dire que c'est plus difficile à mettre en place que suivre un client uniquement sur un marché, voilà, de manière isolée, si je puis dire. C'est plus difficile, c'est plus long à mettre en place, mais il nous semble que au niveau donc des retours et des résultats, on arrive à être plus efficace. En tout cas, on espère. Donc c'est l'approche Voilà, tout à fait. Une multijuridiction approche. qui fait que
Ouais, tout à fait. qui a une vision sur la région et qui permettent d'être plus efficaces. Plus Et efficace du et de coup, comprendre la vision globale donc des investisseurs. Ouais. en complément de sociétés comme Fidinam, il y a des institutions telles que la French Chamber. Adam, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelles ressources intéressantes vous offrez à vos membres pour soutenir la croissance des entreprises? La CCI France-Vietnam, comme toutes les chambres de commerce à l'international, ici on est un catalyseur d'opportunités. C'est-à-dire, comme je répète toujours, on crée des outils, on crée des moments avec nos membres, avec nos partenaires, pour créer des opportunités d'affaires pour notre communauté d'affaires. Et donc ça passe par, oui, évidemment du réseau. On est capable de se connecter, on est capable de comprendre qui est passé par ce type de situation précédemment. On peut avoir des informations sur le marché de par le réseau des membres et de par aussi l'expertise de l'équipe de la CCI. Effectivement, comme je l'ai dit précédemment, on travaille avec de nombreux partenaires qui sont nos membres et on travaille également avec notre équipe en interne. On peut, par le truchement de nos partenaires, faire de la création de structures juridiques, on peut faire de la prospection, on va aider parce que d'une part, on amène, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, on accompagne les entreprises vietnamiennes à l'export. Ça peut être notamment à Chine d'ailleurs, à Shanghai, à Shenzhen, sur des salons comme le CIAL en agroalimentaire. Et donc on a un réseau de fournisseurs, en fait, de producteurs vietnamiens qui est énorme dans tous les domaines. Donc quand on reçoit des demandes de, 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 de recherche de fournisseurs depuis la France ou depuis l'Europe, c'est très facile pour nous puisque c'est déjà nos partenaires. D'autre part, il y a de plus en plus d'entreprises, on parlait de retail, on parlait de luxe, d'entreprises françaises qui souhaitent distribuer au Vietnam. Alors, elles vont faire soit rechercher un réseau de distribution, rechercher un distributeur, rechercher un agent, venir en propre. Elles ont des besoins qui sont particuliers. En fonction du type de demande, nous, on va les orienter vers le membre le plus à même, le plus pertinent pour les accompagner, lorsque nous, on n'est pas capable, on n'a pas l'expertise en interne. Euh, je pense que ce qui est intéressant, c'est aussi de dire qu'on a des centres d'affaires. On a un centre d'affaires ici à Ho Chi Minh Ville, un centre d'affaires à Hanoï, qui accompagne souvent des VIE, qui accompagne des entreprises françaises qui ouvrent leurs bureaux au Vietnam et qui souhaitent se développer et qui bénéficient évidemment de l'ensemble de notre réseau pour croître ici au Vietnam et souvent dans la région. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut aussi évoquer très rapidement, de dire qu'il y a beaucoup de gens qui commencent et puis qui identifient le Vietnam comme une base de lancement pour le développement d'activités commerciales dans la zone, pour plein de raisons, pour des raisons pareilles, financières, géographiques, agréables, parce que c'est très agréable d'habiter au Vietnam, j'en suis le témoin. Et peut-être le dernier point que j'aimerais souligner, c'est les comités sectoriels. On a des comités sectoriels à l'initiative de nos membres. Donc, on a un comité sectoriel ressources humaines, un comité sectoriel construction, agro, santé, qui permet vraiment de rassembler les expertises sectorielles de nos membres pour mieux travailler ensemble, pour identifier des axes de travail en termes d'advocacy, pour identifier des axes de travail en termes de valorisation de l'expertise France dans le pays, etc. Donc, peut-être que je voudrais terminer en disant qu'une chambre de commerce, c'est un catalyseur et c'est vraiment la somme des bonnes volontés des entreprises françaises qui ont envie de travailler ensemble. Et à ce titre, je répète, je remercie Fidinam de faire partie de cet écosystème qui permet la bonne lecture, la bonne compréhension des enjeux régionaux pour mettre en valeur l'excellence française au Vietnam. Eh ben c'est une parfaite façon de conclure en tout cas ce podcast. Merci encore pour voilà, rappeler le rôle de la Chambre de commerce française au Vietnam mais aussi dans le monde et voilà, Fidinam pour l'accompagnement des entreprises. J'ai une dernière question du coup. J'ai une dernière question pour chacun d'entre vous. Irène, quels seraient tes conseils pour voilà pour une entreprise française qui envisage de s'installer au Vietnam? Malheureusement, j'ai pas de recette magique, hein. Donc, je vais peut-être un peu Comment ça? répéter ce qu'on a déjà entendu. Donc, ce sont des conseils d'ailleurs qui sont pas applicables qu'au Vietnam, hein. On peut également les appliquer sur les autres marchés cibles. Je pense que il faut, de notre point de vue, ne pas négliger tout ce qui est étape préliminaire à l'investissement. On le voit encore.
moins qu'avant. Sur ces dernières décennies, il y a moins d'investisseurs qui arrivent, entre guillemets, si je peux me permettre, la fleur au fusil, sans avoir fait d'études approfondies en amont, mais on le voit encore. Certains pensent que l'étude de marché, voilà, c'est un luxe. Concrètement, ça ne l'est pas, ça l'est de moins en moins. Si je puis dire aujourd'hui, au mieux une fausse économie. Donc voilà, donc si j'ai un conseil, si je peux me permettre de donner un conseil primordial, c'est vraiment ne pas négliger les étapes préliminaires avant de se lancer sur un nouveau marché, que ce soit le Vietnam ou un autre, sur cette région. Et ça inclut également les juridictions ou les marchés qui sont dits moins avancés, où on peut penser que voilà, on peut y aller sans la même préparation qu'on ne remet pas en question d'ailleurs. Hein, quand on arrive sur un marché développé ou sur un marché européen ou plus à l'ouest, on le fait. Il faut le faire également sur cette partie du monde. Donc voilà, donc ces études-là qui vont nous permettre d'appréhender, donc de préparer tout ce qui est aspects commerciaux, de savoir adapter le produit ou le service si vous souhaitez distribuer sur place, de pouvoir vous préparer et éviter tous les écueils qu'on peut rencontrer d'un point de vue opérationnel, la gestion, le réglementaire, le juridique, tout ça se prépare et en amont, voilà, pour minimiser, je dirais, et relativiser tous ces défis qui sont là et voilà. Préparation, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Voilà, ça fonctionne aussi quand on attaque un nouveau marché. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est un peu contre-intuitif pour un entrepreneur qui a plein d'idées, qui est hyper créatif, de se dire tiens, avant d'attaquer un marché, je vais me mettre sur la partie réglementaire, comptable. Enfin, c'est vrai que c'est pas des choses qui sont Mhm. dans l'ADN de l'entrepreneur à la base. Ouais, Donc, tout à fait, tout ouais, à fait. je Mais l'ai ça fait. permet d'éviter beaucoup de sujets, d'économiser beaucoup de temps et beaucoup d'argent du coup au final. Voilà. Exactement, exactement. Et Adam, pour conclure, est-ce que tu as, toi qui es sur toi qui es au Vietnam maintenant depuis un certain nombre d'années, est-ce que tu peux partager ce que tu observes, une opportunité enthousiasmante que tu vois émerger depuis quelques mois slash années, quelque chose que tu peux partager pour conclure cet épisode? Non, pour conclure, je dirais effectivement, moi je suis très enthousiaste par rapport au Vietnam. J'ai la chance d'être ici, j'ai la chance de voir les évolutions permanentes dans la ville, dans le pays. C'est quelque chose qui se passe au quotidien, les évolutions au niveau des infrastructures, au niveau de la vie en général. Euh, je suis aussi content de constater qu'on a de très très fortes demandes en ce début d'année 2025 d'entreprises françaises. J'ai l'impression que voilà, le Vietnam est bien identifié. On est sollicité par beaucoup de médias, on est sollicité par beaucoup d'entreprises. Donc j'ai l'impression que voilà, cette année, le Vietnam est bien en ligne de mire des différents types d'entreprises, TPE, grands groupes. Et donc c'est positif. On rappelle hein, le contexte. Il y a le contexte de l'Indo-Pacifique comme stratégique pour la France, on l'a répété. Il y a le contexte de Chine plus un, donc de de-risking ou de diversification en général, qui va donc attirer de plus en plus de projets manufacturiers ici au Vietnam, et comme je le précisais, avec l'ensemble de leurs écosystèmes. Donc pour toutes les entreprises françaises qui ont des expertises dans ces différents écosystèmes, on a cité un certain nombre de secteurs précédemment, mais gardez en tête, voilà, il y a des forts besoins d'infrastructures en termes de construction. Euh, Actuellement, vous l'avez peut-être vu, on parle du projet de ligne à grande vitesse qui reliera Ho Chi Minh Ville et Hanoï dans les prochaines années ou décennies, et où la France a une expertise certaine. Donc ça, c'est des grands projets, mais il y a tout ce qui est tech et IT, il y a tout ce qui est agroalimentaire, il y a la question absolument majeure pour le Vietnam des énergies. Euh, donc de nombreux secteurs, le secteur de la santé, qui est excellent pour la France. Donc tout ce qui est aussi cosmétique, voilà. Donc je pourrais énumérer de nombreux secteurs, mais simplement dire que moi, mon mot de la fin, ça serait humblement de dire venez au Vietnam, venez découvrir ce qu'il en est, rencontrer, identifier les opportunités ensemble, parce qu'il y en a, et que moi, mon vœu le plus cher, c'est que la France gagne ici au Vietnam et partout en Asie. Donc, j'espère que de nombreuses entreprises nous rejoindront cette année. Merci beaucoup, merci à vous deux pour ce partage. Voilà, on a de précieux insights qui, j'espère, serviront à nos auditeurs et surtout qui donneront envie aux entrepreneurs de s'installer au Vietnam et dans la région.
voilà, je vais répéter une région à la forte croissance, l'infrastructure qui s'améliore avec l'arrivée du métro il y a pas très longtemps, un pool de talents de plus en plus qualifiés et voilà qui est très dense. J'espère que ce podcast voilà, vous aura inspiré et en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit là la French Chamber du Vietnam ou FIDINAM et on se retrouve au prochain épisode de Unlocking Vietnam.